Tout de suite. Magazine. Honorables députés élus de Lumumba-Ville, membres de la Commission des Affaires extérieures à l'Assemblée nationale, sénateurs honoraires, directeur des cabinets du président de la République Joseph Kabila Kabange, ministre des Affaires étrangères, ministre des Droits humains, il s'appelle Léonard Che Okitundu. Avec lui, nous allons passer en revue toutes les questions d'actualité ou, si vous voulez bien, les enjeux de l'heure, tant sur les plans national qu'international. Avec moi sur ce plateau, je suis très heureux de co-présenter cette émission avec mon estimé confrère Félix Chamala, à qui je souhaite le bienvenu. Merci John, bienvenue à l'honorable Che Okitundu, où nous allons s'affronter un peu à un jeu de questions où on doit éclairer la population, aussi ceux qui nous suivent partout dans le monde, les questions qui intéressent la République démocratique du Congo. Tout à fait, je reviens à vous. Honorable Che Okitundu, bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. Avec une note triste que nous devons entamer cette émission, vous êtes l'élu, l'unique élu d'ailleurs de Lumumba-Ville, la disparition de Roland Lumumba, fils biologique de Patrice Emery Lumumba. Triste nouvelle. C'est vraiment une nouvelle qui nous a atterrés depuis hier matin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans un restaurant où il est venu avec sa fille et son beau-fils. Et ils sont venus manger juste à côté de nous d'ailleurs. Et à la fin, il est passé par nous pour nous dire au revoir et il m'a dit qu'il allait me rappeler incessamment pour qu'on se rencontre et qu'on parle de la situation dans le pays. C'est sur cette note, effectivement, on a fait une photo de famille parce que... C'était la dernière. La dernière fois. On a fait une photo de famille avec tous les convives qui se retrouvaient dans ce restaurant. Et puis ensuite, on s'est séparés. Et j'attendais son coup de fil. Lorsque hier matin, le directeur de la fondation Lumumba, dont le défunt était le président, m'a informé que Roland venait de mourir. Et il a appris de sa sœur, Juliana. Alors vraiment j'étais atterré par cette nouvelle. Déjà quand je l'ai vu la dernière fois, il était souffrant. Mais en tout cas, il avait l'air de ne pas être bien portant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la veille, je crois que le directeur de la fondation m'avait confirmé, il m'a dit, voilà, Roland actuellement ne se sent pas bien. Et j'étais loin de m'imaginer qu'il était à ce point grave qu'il allait finalement mourir. Et puis voilà, ce qu'on craignait est arrivé. Donc ici, vous savez, j'étais très proche de la famille. D'abord, si bien que je peux même me considérer moi-même comme faisant partie de la famille. Et en plus de cela, on a passé des moments extraordinaires en exil, surtout avec son frère, où on avait travaillé pour la relance du mouvement national congolais Lumumba à l'époque. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté, on s'est revu régulièrement dans beaucoup d'activités. Et vers la fin, finalement, il a décidé de créer la fondation Lumumba, dont effectivement il est président, donc il s'occupait des œuvres sociales, mais l'idée c'était comment faire pour perpétuer la mémoire du héros national. C'est ce qu'il était en train de faire, et il était en contact avec beaucoup de chefs d'État dans le monde, et voilà quoi, vraiment ça nous a atterrés complètement. Et je pense très particulièrement à sa sœur,
Juliana Lumumba, qui aujourd'hui doit être dans une situation vraiment terrible pour avoir perdu son frère, qui a été quelque part le souvenir immémorial, parce que vous savez, si Patrice Lumumba a été repris par ceux qui étaient... Ah oui, c'est lui le célèbre bébé. Mais voilà, c'était à cause de lui que Patrice Lumumba a dû revenir en arrière, parce qu'il ne voulait pas partir sans son fils, alors qu'on lui a dit qu'il parte, on s'occupe. Et il choisit de rejoindre son père au mois de janvier. Exactement. Et puis voilà. Donc il vient disparaître. Paix à son âme. Félix Chamala, vous avez la parole. Honorable Chiro Kitundu, le Congo, qui est notre pays, la République démocratique du Congo, traverse un moment, deux fois on dit chaotique, avec ce qui se passe dans la partie est de la RDC. On avait vu un processus de dialogue entamé, entre autres Doha, voire Washington. Aujourd'hui, on part vers l'Angola, on parlera de Lomé. Est-ce que vous croyez que le dialogue est égal à une solution interne, surtout le dialogue interne? Moi personnellement, je crois que ces derniers temps, je me suis suffisamment exprimé sur cette question du dialogue. Le principe du dialogue en tant que tel, je ne l'exclus pas, je ne pense pas du tout que ça puisse être une mauvaise solution pour résoudre les problèmes auxquels la population à l'interne est confrontée aujourd'hui, surtout les controverses entre les acteurs politiques. Il n'y a pas de problème à ces niveaux-là. Et puis c'est devenu comme une coutume en République démocratique du Congo de recourir au dialogue pour régler certaines situations qui paraissent conflictuelles dans notre pays. Je rappelle la table ronde de Bruxelles, on a vécu la conférence nationale souveraine, il y a eu aussi des concertations, et à chaque fois, c'était un moyen effectivement de trouver pacifiquement les solutions auxquelles on était confrontés. Donc le principe, il n'est pas mauvais, on peut y faire recours. Mais dans la situation actuelle, dans notre pays, le dialogue est considéré comme un moyen pour résoudre le problème de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. C'est là qu'il y a une grande divergence entre surtout votre serviteur qui a été aux affaires dans une situation similaire qui a finalement débouché sur l'accord de Sun City. Donc j'en sais quelque chose. Moi j'estime qu'ici, le gros problème qu'il y a, c'est qu'on veut mêler les genres. Moi je pense qu'il faut faire la part de choses entre les controverses internes entre les acteurs politiques à l'intérieur de la République démocratique du Congo et l'agression dont nous sommes l'objet de la part d'un pays voisin qui a violé la Charte des Nations Unies et même l'acte constitutif de l'Union africaine pour porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays. C'est deux choses complètement différentes. Je dois aussi rajouter, je vous rappelle que c'est Jacques Chirac qui disait l'autre fois lors d'une intervention, nous sommes dans une situation où la maison est en train de brûler et puis il y a des gens qui regardent ailleurs. C'est ça la question. Ici, il n'est pas question de soutenir ou non une personne, il est question de défendre ce patrimoine commun qu'est la République démocratique du Congo dans son intégrité territoriale et dans sa pleine souveraineté. C'est ça toute la question. Honorable, n'est pas soutenir une personne, mais si cette personne-là, c'est elle les pyromanes. Ah oui. Non, mais je ne pense pas du tout. Et si je ne pense pas, je crois qu'on était en train de vivre
peut-être pas paisiblement, il y a toujours entre les acteurs politiques effectivement des situations qui les opposent. C'est pour cette raison que souvent il y a une opposition et une majorité. Là n'est pas le problème. Mais l'origine de la crise que nous traversons aujourd'hui, elle est externe. C'est l'agression de notre pays par le Rwanda. Externe, mais qui trouve des causes internes. Non, je ne pense pas du tout. Il y a les cordons ombilicaux Non, pas entre du les tout. deux origines. Non, pas du tout. Je pense que si vous dites la cause était interne, ça veut dire que c'est à cause plutôt... De mauvaises élections notamment. Non, pas du tout. On dit qu'il y a trop de fissures à l'intérieur, la mauvaise... Non, c'est la convoitise. Alors, faut-il aller chercher l'appui d'un pays étranger avec une armée étrangère pour résoudre ce problème-là? C'est toute la question. C'est pour ça que il ne faut pas mêler les gens. Laisser les conflits internes être résolus par les acteurs internes du pays et non pas chercher une solution militaire de la part d'un pays étranger. C'est là que ça nous oppose. Vous voyez, au sens de la Charte des Nations Unies dont nous sommes membres, au sens de l'acte constitutif de l'Union africaine, l'intangibilité des frontières, la souveraineté d'un pays, l'intégrité des territoires, territoriales, ce sont des valeurs intangibles. Le recours à la force a été mis hors la loi par la Charte des Nations Unies et c'est ça le principe cardinal. C'est pour cette raison qu'il faut peut-être rappeler très clairement à l'opinion pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. C'est tout simplement... La bonne question que le... Belle question. Oui, oui. Parce que partout où vous allez, on va dire des causes profondes. Mais lesquelles causes profondes? Non, il n'y a qu'une cause ici, aujourd'hui, dans la crise actuelle que nous vivons, mais celle du fait que le Rwanda a armé le M23 pour occuper Bunagana, et puis par la suite, ils sont redescendus au Nord Kivu, avant de venir à Bukavu, et tout en continuant vers Uvira. Honorable, nous avons l'impression que vous voyez les effets et non les causes. Hein. Parce que le fait que les Rwandais nous agressent, il y a des causes aussi. Là, vous voyez directement les effets. Mais vous oubliez les causes. Ce qui se passe à l'interne. Qu'est-ce que le Rwanda a à faire en République démocratique du Congo? On parle d'une collaboration. Ils l'ont même reconnu. Même le Rwanda l'a reconnu. Nous avons suivi le Rwanda reconnu pour dire que qu'il collabore. Qu'il collabore avec. On a suivi même certains membres de la FCM23 qui soulignent très bien que nous et le Rwanda, nous partageons le même cahier de charges, nous voyons les choses de la même façon. Oui, mais c'est justement ça, vous me donnez raison. Cette collaboration est une agression de la République démocratique du Congo contre la République démocratique du Congo. Non, le Rwanda collabore pour endiguer les forces du mal appelées le FDLR, logées et entretenues par Kinshasa. Il n'y a aucun texte qui autorise Kigali de violer l'intégrité du territoire, soi-disant pour éradiquer le FDLR. Ou parce qu'il y aurait collaboration entre le FDLR et les forces armées de la République démocratique du Congo. Rien n'autorise. Vous comprenez? Kigali avait tous les moyens possibles pour régler cette situation à la rigueur. Demander la convocation urgente du Conseil de paix de l'Union africaine pour examiner la question. Sans préjudice d'ailleurs d'autres dispositions qui sont prévues dans les textes qui réglementent les organisations sous-régionales. Mais déjà l'Union africaine, il aurait pu le faire. Première chose. Deuxième chose, il aurait pu aussi saisir le Conseil de sécurité pour dire attention, il y a des gens qui veulent porter atteinte à la souveraineté du Rwanda ou violer l'intégrité territoriale du Rwanda. Par conséquent, dont le Congo sert d'arrière-base. Et voilà, donc il faut vite qu'on tranche cette question-là. Le Conseil se serait réuni et on allait convoquer les deux parties pour voir qui a raison et qui a tort. Et en ce moment-là, le Conseil aurait pris des mesures, soit dans le cadre africain
ou au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, alors que la dangerosité n'était même pas imminente, c'est-à-dire que le Rwanda n'était pas menacé par une attaque imminente d'une force provenant de la République démocratique du Congo qui violerait le territoire rwandais. Donc il n'est pas question. Kigali n'a aucun droit. D'ailleurs, vous verrez par la suite, les résolutions qui ont été prises constatent effectivement cette violation flagrante et caractérisée des chartes constitutives de l'Union africaine et des Nations Unies. Et c'est pour cette raison que le Conseil de sécurité a demandé le retrait immédiat et sans condition préalable des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Ça, il faut bien comprendre ça. Et puis, au sens de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, on précise bien la manière dont une agression peut être opérée. L'agression peut être opérée indirectement ou directement. Indirectement. Par des proxys. Instrumentalise les Congolais, par exemple, pour déstabiliser le pouvoir en place. Première forme d'agression. La seconde forme, c'est lorsque les troupes régulières d'un pays étranger franchissent cavalierement les frontières internationales pour venir agresser le pays et chercher à déstabiliser le pouvoir en place. Voilà. Mais dans l'un ou l'autre cas, c'est une agression, au sens de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Alors vous comprenez? C'est cela le problème. Moi je ne cesserai, peut-être que je serai toujours minoritaire, mais en tout cas le droit est de mon côté. Personne ne peut me prouver que ce qu'a fait le Rwanda, ou même ce que vous appelez collaboration, et d'ailleurs quand vous voyez très bien Kigali, Kigali ne veut pas du tout sortir de sa bouche le concept, même le vocable d'agression, parce qu'en ce moment-là, il s'attirerait des ennuis. Donc on utilise des expressions qui peuvent masquer cette agression, c'est pour ça qu'il parle des mesures défensives. D'autre part, Kigali cherche aussi une astuce, parce que le seul cas où la charte autorise qu'on utilise la force, c'est quand vous êtes en légitime défense. Voilà, oui. Et quand vous êtes en légitime défense, effectivement, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais est-ce que Kigali était menacé depuis la République démocratique du Congo pour user de la légitime défense? Et il n'avait pas d'argument. Et puis après, il dit c'est une légitime défense préventive. Vous comprenez? Déjà en parlant du mot préventif qui n'est pas autorisé par les textes internationaux, ça prouve très bien qu'effectivement il y a une reconnaissance implicite de la violation de la charte. Honorable Cheo Kitundu, je remarque que vous faites allusion à la Charte des Nations Unies et je crois que vous venez de dire quelque chose d'important, Félix Chamala. Lorsqu'un pays est agressé, la même charte dans l'article 52 parle de la légitime défense. 51. L'agression de la RDC par son voisin le Rwanda est avérée. Qu'attend la République démocratique du Congo pour recourir à cet article 51, la légitime défense? En principe, il pourrait y avoir effectivement, là vous me donnez raison, c'est-à-dire c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo ou bien l'État congolais qui aurait dû utiliser de la légitime défense pour se défendre. Et pourquoi il ne le fait pas? C'est ce qu'il n'a pas fait. Le problème qu'il y a, on avait tenté, mais à un moment donné, déjà, l'acte posé par Kigali a déjà provoqué à peu près 7 millions de personnes déplacées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il y a eu beaucoup de morts. Rappelez-vous, déjà, je crois qu'il y a 2 jours, on a célébré l'anniversaire de l'occupation de Goma, et on a constaté qu'il y avait énormément de morts. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, le nombre n'est pas encore tout à fait déterminé. Alors, pour éviter les conséquences imprévisibles, dévastatrices de l'usage effectivement de la légitime défense, c'est-à-dire une riposte militaire, il y a eu un consensus est dégagé, à la fois sur le plan interne, mais aussi au sein de la communauté internationale, pour forcer les protagonistes au conflit à trouver une solution diplomatique. Mais ça a duré malgré qu'il y a des mesures, des interdictions
comprendre de gauche à droite par la communauté internationale. On parle aujourd'hui d'une année. Ça a été toujours, quand on a pris Goma, il y a eu des déclarations. Quand on a pris Bukavu, il y a eu des déclarations. Et on est arrivé aujourd'hui, on voit que c'est comme si on ne veut pas nous faire voir clair. Tout à fait, c'est ce qu'il faut regretter, mais c'est ça la diplomatie. Donc au niveau de la solution diplomatique au conflit, il y a toujours eu une certaine lenteur. Et c'est ça le temps diplomatique. C'est-à-dire que pour trouver une solution, il faut chaque fois un marchandage entre les membres éminents de la communauté internationale, dont dépend effectivement la solution diplomatique. C'est le problème auquel on est confronté. Par exemple, au Conseil de sécurité, il faut, comme on l'a vu avec la résolution 2773, il faut demander l'avis de tous les membres du Conseil. Et il y a énormément de marchandages, c'est du donnant-donnant. Vous m'aidez dans telle situation, moi je vous aiderai dans telle autre situation. Alors pour recueillir ces consensus au sein du Conseil de sécurité, c'est à boire et à manger. C'est un grand travail effectivement à faire sur le plan diplomatique. Mais malgré ça, malgré tout ce retard, un texte a été produit, c'est la résolution 2773, qui est tout à fait claire sur ce plan-là, qui constate l'agression et demande au pays agresseur de retirer ses troupes du territoire congolais. Un texte que nous avons nous-mêmes sabordé, qui reconnaît expressément l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et demande à ses troupes de se retirer, mais que nous avons nous-mêmes sabordé. Comment? En allant signer des accords avec Kigali à Washington. Dans ces accords, on ne reconnaît pas expressément cette agression, on parle plutôt des mesures défensives. Comment pouvons-nous signer de tels accords? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte fondamental pour la résolution de la crise en République démocratique du Congo, c'est la résolution 2773. Je vous rappelle que cette résolution a été votée à l'unanimité du Conseil de sécurité, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et donc, cette résolution a valeur contraignante. Donc, elle doit s'appliquer. Et tous les protagonistes doivent accomplir les obligations que leur impose le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est d'abord cela. Alors maintenant, le gros problème que nous avons avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que le Conseil prend des résolutions qui sont contraignantes, mais le Conseil ne dispose pas d'un organe qui puisse exécuter les résolutions qu'il a prises. C'est là le problème. Donc on compte sur la coopération, la bonne foi de protagonistes au conflit pour respecter, parce que quand vous êtes membre des Nations Unies, vous avez aussi approuvé la Charte des Nations Unies, vous devez vous conformer au terme de cette charte-là. C'est ça ce qu'on appelle l'exécution de bonne foi de la part des membres des Nations Unies. Ce qui n'est pas fait. Hein. Ce qui n'est pas fait, justement, c'est là le problème. Alors, mais malgré ça, je dois encore quand même vous faire aussi une remarque à ces propos. Vous voyez, les Nations Unies ont un Conseil de sécurité qui est l'organe permanent chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est un véritable directoire qui fait office du gouvernement mondial, alors qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Aujourd'hui, le monde est gouverné par les États. Ce sont des États qui décident ce qu'ils doivent faire au nom de leur souveraineté. Donc, c'est là le problème auquel nous sommes confrontés, mais malgré ça, le Conseil de sécurité ne fonctionne pas comme un gouvernement dans un pays souverain. Non, ici, nous sommes dans un organe qui gère les affaires du monde de manière consensuelle. Mais le Conseil n'est pas pour autant désarmé, parce que le Conseil peut prendre des sanctions qui peuvent être, il peut avoir un impact terrible sur le fonctionnement d'un État qui est réfractaire aux décisions que le Conseil prend. Et on en est là, ici, toute une gamme, toute une palette de sanctions qui vont
crescendo. Ça commence par les avertissements, ensuite il peut y avoir un embargo, il peut y avoir aussi des sanctions ciblées sur les membres du gouvernement ou même d'autres personnalités. Les sanctions militaires. Et on peut même aller jusqu'à l'emploi de la force s'il y a un consensus au sein du Conseil de sécurité. Il y a toute une palette. Mais simplement, pour l'application des sanctions, si certaines sanctions peuvent être prises facilement, comme par exemple les sanctions ciblées, interdiction de voyage, ou même gel des avoirs de certaines personnalités, d'autres sanctions, par exemple le blocus ou l'embargo, économique, nécessite effectivement le consensus au sein du Conseil de sécurité. Et là, encore une fois, ça dépend des membres de ce Conseil, leur relation avec chacun des protagonistes. Et c'est simplement si ils arrivent eux-mêmes à se mettre d'accord qu'on peut effectivement appliquer ces sanctions-là. C'est là le problème auquel on est confronté. Mais de toute manière, l'option a été levée. Nous, République démocratique du Congo, nous devons aussi respecter notre engagement de ne pas user de la force dans les circonstances actuelles, parce que la résolution a imposé un cessez-le-feu, hein, et puis en même temps interdit l'usage de la force pour en représailles aux mesures, fameuses mesures défensives qu'a prises Kigali. Comme je vous ai dit. Et la situation perdue il y a un an. Non, mais comme vous savez, le temps diplomatique a toujours été lent. Mais on finit toujours par trouver une solution. Mais ça ne veut pas dire que nous, République démocratique du Congo, nous allons rester inertes. Nous devons chaque fois... On constate sur terrain, nous faisons dans une année, il n'y a que de répliques de notre côté. Mais voilà, mais c'est pour cette raison. L'AFC, le M23 et le Rwanda nous attaquent, tuent les Congolais. Et nous, de notre côté, on s'est dit on doit respecter des mesures prises à l'international. Voilà, c'est pour ça que, pour vous répondre sur cette question-là, il y a deux organes qui sont formels dans la résolution de la crise congolaise. Il y a d'abord l'Union africaine, à laquelle nous appartenons, et au sein de l'Union africaine, il y a un conseil de paix et de sécurité. Alors, comme on l'a dit l'autre fois, en principe, on préfère user du principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord laisser le conflit être réglé par la région avant que la recherche de la solution remonte au Conseil de sécurité. C'est seulement si l'Afrique n'arrive pas à trouver une solution au conflit que finalement on appelle au secours le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Alors, toujours par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, en ce qui concerne le processus de Doha et même de Washington, ici, ce que vous devez savoir, c'est que le processus de Doha, comme celui de Washington, sont des processus informels. C'est-à-dire qu'il y a deux chefs d'État qui, de leur propre gré, ont accepté, en tout cas pour Doha et même pour Washington, à la demande de notre président de la République, pour intervenir à la recherche de la solution au conflit qui nous oppose au Rwanda. Pour quelle raison? Parce que la solution que nous attendions de l'Afrique n'est pas venue. Quelle est cette solution? Mais justement, de mettre fin au conflit, arriver à trouver un compromis avec le pays agresseur pour que les troupes ressortent, les troupes d'agression ressortent du territoire congolais. Mais on n'a pas senti l'Afrique dans ça aujourd'hui, avec cette question de l'EAC. Le président a même reconnu qu'il n'y avait pas de avancées. En même temps, on a infiltré la République. Le processus formel dans le cadre africain, processus de Nairobi, processus de Luanda, qui aujourd'hui a été ramené à Lomé. C'est ça justement, c'est parce qu'on sentait qu'il y avait cette lenteur-là. Alors que nous sommes pressés parce que nous ne pouvons pas considérer l'occupation des provinces de notre pays comme un fait accompli. Nous ne pouvons pas nous accoutumer à cette occupation parce qu'à ce moment-là, c'est prendre fait et cause pour l'agression et ne rien faire. C'est pour cette raison que le président de la République a cherché des solutions alternatives en désespoir de cause.
et appeler le Qatar, d'abord le Qatar, hein, parce que le Qatar avait cet avantage d'avoir des bonnes relations avec Kigali, et en même temps, le Qatar aussi avait des projets d'investissement colossaux en République démocratique du Congo. Donc, le Qatar pouvait jouer ce rôle de médiateur rwandais et le gouvernement congolais. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rencontre surprise à laquelle personne ne s'attendait, qu'il y a eu à Doha, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après la rencontre entre les deux chefs d'État, qui n'arrivaient même plus à se parler ni à se rencontrer, mais là, l'émir du Qatar a pu réunir les deux chefs d'État, ce qui a été un très bon signe et même un signe prometteur. C'est la situation. Et puis par la suite, vous avez remarqué avec la guerre en Ukraine, l'Ukraine dispose de terres rares, des ressources critiques, et le président des États-Unis était intéressé par les matières, les ressources minières critiques pour la révolution numérique que vous voyez aujourd'hui dans son pays. Alors, on a proposé à l'Ukraine, effectivement, l'exploitation de ces minerais, et en contrepartie, les États-Unis assuraient la sécurité de l'Ukraine. C'est parti de là. Alors, notre président de la République a pris la balle au bond pour dire que, bon, écoutez, nous sommes a décidé aussi de brader nos minerais au nom de la paix. Non, pas du tout. C'est-à-dire que le président de la République a voulu attraper la balle au bond. Il dit, voilà, écoutez, nous aussi, on est dans une... Mutantis mutandi, au fait. Puisque nous aussi, nous disposons des matières critiques et que nous sommes aujourd'hui agressés, et nous cherchons une solution pacifique donc, pour la guerre qui nous oppose à Kigali, et on n'arrive pas à nous entendre. Alors, le président de la République a demandé aux États-Unis d'accepter de assurer la protection de la République démocratique du Congo, et en contrepartie, nous acceptions que les entreprises américaines viennent s'implanter en territoire congolais pour exploiter formellement les ressources en question. Pour quelles raisons? Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler de bradage, pas du tout. C'est pour... aujourd'hui, les minerais critiques sont exploités illégalement, illicitement et même en contrebande. Aujourd'hui, là. Donc, il y a un manque à gagner terrible pour le trésor. Il n'y a pas d'exploitation formelle. Alors, il faut faire comme le monde entier le fait. Je vous donne l'exemple. Ici en Angola, il y a le pétrole. Au Congo-Brazzaville, il y a le pétrole. Au Nigeria, c'est le premier pays producteur du pétrole. Mais qui exploite ce pétrole-là? Ce sont les entreprises étrangères, et non seulement américaines, mais aussi françaises, avec Total, Chevron, il y a l'autre là, Gulf, il y en a plusieurs. Alors, ces entreprises, et ça fonctionne très bien, ces entreprises d'abord créent des emplois, créent des richesses, et puis ça rapporte gros au trésor de chacun de ces pays, et cela permet au gouvernement de chaque pays de utiliser la manne qu'ils reçoivent de cette opération pour résoudre de gros problèmes économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Le monde entier, c'est comme ça. Et comme j'ai dit l'autre fois, le recours aux investissements directs étrangers, c'est le moyen le plus efficace pour développer le pays. Et même les pays développés aujourd'hui, les États-Unis qui sont la plus grande puissance du monde, recourent aux investissements. On vous a saisi, mais les deals ici, c'est un deal win-win, comme vous le dites, américano-congolais, n'est-ce pas? Mais que vient faire l'agresseur du Congo dans ces deals? Le Rwanda. Pourquoi on l'associe? Non, ici, il y a effectivement là... Non, il faut être réaliste en politique, et même en diplomatie. Le problème que nous avons aujourd'hui, et d'ailleurs je vous reviendrai après pour le Nigeria, c'est que les deux pays ont une longueur d'avance sur nous. Pour quelle raison? Sans disposer des ressources critiques comme la République démocratique du Congo, et comme ce sont des pays voisins, c'est comme l'Ouganda et le Rwanda, ces pays limitrophes, ils ont eu
L'intelligence. J'ai l'intelligence, effectivement, de construire des raffineries et au Rwanda et quand nous sommes distraits. Et qui fait que, et puis en plus aussi, quand vous regardez sur le plan géographique, il est plus facile d'exporter nos minerais depuis Goma au Bukavu, à travers le Rwanda ou l'Ouganda, vers l'océan Indien, que de ramener tous ces minerais ici à Kinshasa pour les sortir par l'Atlantique. Logistiquement, c'est un gros problème. Et même quand vous regardez très bien les opérateurs économiques qui sont à Goma ou à Bukavu, vous verrez que souvent, ils passent par le Rwanda ou l'Ouganda pour aller en Asie ou même vers l'océan Indien. C'est ça le problème, il faut être réaliste. Alors les États-Unis, ce qu'ils veulent? C'est que, de toutes les manières, on ne pourra pas déplacer le Rwanda, on ne pourra pas déplacer l'Ouganda. Le chef de l'État lui-même l'a dit, on n'est pas contre le peuple rwandais. Nous sommes contre les autorités de ces pays qui, justement, occupent illicitement notre pays et puis aussi sont en train de extraire illicitement les ressources critiques dont nous regorgeons. C'est là la question. Donc, ici, ce qui a été prévu dans l'accord, c'est que si le Rwanda a une raffinerie, si l'Ouganda aussi a une raffinerie, il est plus facile pour l'instant, en attendant que nous-mêmes, nous ayons notre propre raffinerie, que les matières qu'on exploite depuis la République démocratique du Congo, avant d'être exportées, soient raffinées juste à côté, au Rwanda. Est-ce que cela ne fait pas encore du Rwanda, fera encore de ce pays plus fort que la République démocratique du Congo? Mais les matières premières nous appartiennent, c'est tout. Et il y a une traçabilité. C'est comme le processus de Kimberley. On sait très bien que ces matières... Chaîne des valeurs. La République démocratique du Congo, la chaîne de valeur, et puis en telle quantité qui ont été envoyées au Rwanda, et en matière d'exportation, ce sera la même chose. Et le destinataire doit aussi vérifier que ces minerais proviennent effectivement de la République démocratique du Congo. Et si ces minerais sont passés par le Rwanda, c'est uniquement pour les raffineries. Donc ici, ce n'est pas un bradage. Le monde entier, c'est comme ça que ça se fait. Dernièrement, au Nigeria, le Nigeria, jusqu'à présent, premier producteur du pétrole, était en train d'exporter le pétrole brut, était raffiné à l'étranger, et on vient revendre ce même pétrole provenant du Nigeria aux Nigériens avec un prix élevé. C'est ce qui a fait que le milliardaire, je ne sais pas, Dangote, a tout fait pour construire une raffinerie sur place. Hein? Il s'est débrouillé et puis a trouvé les moyens. Ils ont construit maintenant une raffinerie. Si bien que le pétrole nigérian va commencer à être raffiné sur place au Nigeria avant de le vendre. Et ça a un impact même sur le prix au bénéfice de la population. Honorable Chiokitum, voulez-vous dire que les Congolais, 66 ans après l'indépendance, ne sont pas si intelligents, pas si clairvoyants pour se munir des industries de transformation de leurs richesses? Mais oui, ça c'est... oui, ça c'est des reproches que nous devons nous faire à nous-mêmes. Parce qu'on aurait dû le faire depuis longtemps. Bon, mais on ne l'a pas fait. Bon, mais puisqu'on ne l'a pas fait... C'est pas tard aussi. Mais oui, c'est pas tard. Maintenant, le moment où vous commencez à construire et que la raffinerie devienne opérationnelle, il y a un temps. Alors, pendant ce temps, il faut exporter ces minerais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on dit, en attendant... On associe notre agresseur. En attendant, on associe notre agresseur. Mais je vous donne l'exemple. Regardez même pour le port en eau profonde des bananes. Oui. À un moment donné, l'Union africaine, ou dans le cas du Népal, avait dit qu'il faut que chaque sous-région ait un projet intégrateur. Alors, c'est-à-dire un projet qui concerne l'Afrique centrale. On avait décidé que ce soit le port en eau profonde de Pointe-Noire qui allait desservir les pays de la région. Vous vous rendez compte? Bon. Et puis pour nous, nous avons opté, non, la communauté africaine a opté pour le barrage d'Inga pour, cette fois-ci, éclairer toute la sous-région.
C'est comme ça qu'on a été retenu. Bon, mais seulement, vous voyez, il y a eu une levée de boucliers au Congo central. Au Congo central, ils ont dit non, nous ne pouvons pas accepter de dépendre du port en eau profonde de Pointe-Noire, parce qu'alors à ce moment-là, ce serait la débâcle du port de Matadi dont vive la population du Congo central. C'était pour ça, parce qu'il était question qu'on jette le pont sur le fleuve Congo, et c'est ce qu'on a appelé le pont route-rail, jusqu'à Pointe-Noire. Alors, malgré toute la pression, on n'a pas pu réaliser ce projet, et c'est pour cette raison que le pont n'est pas encore jeté sur le fleuve Congo, à cause de l'opposition de nos compatriotes du Congo central. Alors, mais il n'y a pas que le compatriote du Congo central, d'autres provinces aussi n'ont pas accepté qu'on porte ainsi atteinte à notre souveraineté. Donc c'était quelque part une souveraineté maritime qu'on réclamait. Alors, à un moment donné, bon, écoutez, les autorités congolaises se sont rendues à l'évidence, ils ont dit, non, écoutez, dans ces conditions, nous allons commencer à construire le port en eau profonde de Banana, et avant que nous puissions jeter le pont sur le fleuve. C'est pour ça que ce projet a été, la construction a été suspendue, et on est en train de construire le port en eau profonde de Banana. Alors, honorable Chéo, parce qu'on en parle là, ici, le Congo a ses enfants. Entre autres, il y a ceux qui sont à la majorité, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la société civile. Mais pourquoi on ne veut pas écouter ceux qui sont dans l'opposition quand ils évoquent la question dans la partie est de la RDC? Vous dites non, le problème n'est pas interne, le problème est externe. Mais au Congo, on s'entretue entre nous, on n'a pas un langage clair. Et qu'est-ce que la population devrait attendre? C'est pour ça que je ne cesserai de rappeler qu'il faut vraiment disjoindre les aspects internes du problème externe. Ici, il s'agit d'abord de l'agression. C'est sur ce point, effectivement, que nous divergeons avec l'opposition. L'opposition croit qu'il faut traiter ce problème... À l'interne d'abord. À l'interne d'abord. Oui. Mais de quelle manière? Parce qu'il parle... Avant, lorsque votre maison est en train de brûler, oui, vous ne pouvez pas d'abord aller appeler les voisins, vous-même. D'abord, prenez des précautions. Mais pendant ce temps, celui qui vous occupe, imaginez, si on continuait cette logique-là, je pense que les autres allaient avancer jusqu'au Katanga. Hein? Rappelez-vous, s'il n'y avait pas eu pression des États-Unis, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? C'est toute la question. Donc il ne faut pas. Pendant que vous vous réunissiez, les autres sont en train d'occuper votre pays. C'est pour ça qu'on dit, pour qu'on discute sereinement, de manière souveraine, il faut qu'on soit nous-mêmes. Et que l'extérieur n'influence pas les décisions que nous allons prendre, surtout pas le pays agresseur, en l'occurrence ici le Rwanda. C'est la question. Ce que voudrait le Rwanda, c'est justement influer sur la politique interne dans leur propre intérêt à eux. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Ce qu'ils veulent faire chez nous, nous ne pouvons pas aller le faire chez eux. Non, on doit faire les dialogues, c'est jouer les jeux du Rwanda. C'est ce que vous voulez dire. Quel dialogue ferait les jeux du Rwanda? Quel est ce dialogue qui ferait les jeux du Rwanda? Est-ce que ceux qui nous agressent vont faire partie? Je crois pas. Non. Les dialogues intercongolais. Les dialogues intercongolais. Nous dialoguons déjà avec ces gens à Doha. Et à Washington. Mais ils sont en Doha, l'AFC et l'M23. Les M23 sont congolais, honorable. C'est là que vous faites, il faut faire la distinction entre la résolution du Conseil de sécurité qui a pris le Conseil de sécurité dénommée la résolution 2773 et l'application de cette résolution-là. Le processus de Doha, comme celui de Washington, c'est la mise en œuvre de la résolution 2773. C'est-à-dire, par exemple, le Conseil a décidé que les troupes rwandaises doivent sortir du Congo immédiatement et sans condition préalable et cesser tout appui au M23. Comment le faire? Voilà, c'est là la question. Bon, et puis ensuite, au M23, il faut qu'il se retire des zones qu'il occupe et qu'en même temps, il démantèle
toutes les administrations parallèles qu'il a installées. C'est de cela qu'on va discuter, c'est-à-dire ce qu'a dit la résolution du Conseil de sécurité. C'est pour ça que vous voyez, le M23 est considéré par la communauté internationale comme un acteur non étatique, c'est-à-dire un groupe armé. C'est pour ça que, même à Washington, pourquoi on n'a pas appelé le M23? Pour nous, le M23 n'existe que par le Rwanda. Le vrai commanditaire de l'agression, c'est le Rwanda, et c'est avec le Rwanda qu'il faut traiter. Mais puisqu'ils ont quand même utilisé le M23, c'est devenu une autorité de fait, parce qu'ils occupent aujourd'hui et le Nord et le Sud Kivu. C'est une autorité de fait que vous ne pouvez pas ignorer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va légitimer cette autorité. C'est pour ça que le Conseil dit qu'il faut qu'il démantèle les administrations parallèles illégitimes qu'il a installées. Vous comprenez? C'est ça la question. À Doha, on traite le M23 comme un groupe armé dans le cadre de la démobilisation, désarmement, comme c'est prévu. Kinshasa dialogue. Pardon? Avec qui Kinshasa mais oui, non, c'est pas un dialogue. Mais écoutez, parce que oui, il faut pas, parce que le dialogue ici, on peut l'entendre de différentes manières. Entrer en contact avec celui qui est considéré comme autorité de fait pour voir comment il exécute la résolution du Conseil de sécurité, ça ne veut pas dire dialoguer, mais c'est discuter sur la manière dont ils vont exécuter la résolution. Et puis à Doha, pardon, à Washington, c'est entre les deux gouvernements. Et là, le M23 n'assiste pas à Washington. Vous verrez qu'il y a les deux chefs d'État, c'est pour ça que le président Trump a reçu, et le président rwandais, et le président de la République démocratique du Congo. Les agresseurs viennent avec des cahiers de charges. Ils les obligent. Mais tout à fait, ils viennent. Vous parlez que non, c'est juste respecter la résolution. Mais ils vous viennent avec des cahiers de charges. De la résolution du Conseil de sécurité. C'est-à-dire la décision a été prise qu'ils doivent se retirer des zones qu'ils occupent et qu'ils démantèlent les administrations illégitimes. Alors comment le faire? C'est sur cette question-là. Mais c'est déjà un constat que ces gens sont illégitimes et qu'ils doivent exécuter la résolution du Conseil de sécurité. C'est tout. Donc les processus de Doha comme de Washington, ce sont des processus informels. Parce que le Conseil de sécurité ne dispose pas d'un organe chargé de l'exécution de ces décisions. C'est pour ça que deux pays ont offert de bons offices au gouvernement de la République démocratique du Congo pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité pour recouvrer notre souveraineté. À l'interne, honorable Chiokitoundou, nous voulons avoir des idées claires, en tout cas même ceux qui nous suivent en ces moments. Tout à fait. Parce que le Congolais veulent... Quel est ce type de dialogue? Quel est ce format de dialogue voulu par l'honorable Chiokitoundou? Je rappelle que vous étiez les représentants du gouvernement de Kinshasa au dialogue de Sun City. Donc ce n'est pas l'expérience qui vous manque. Ah oui. Quel est ce dialogue voulu par Chiokitoundou? Moi d'abord, il faut qu'on se mette d'accord. Y a-t-il agression de la RDC ou pas? S'il y a agression, là, occupons-nous d'abord de l'agression, comme je l'ai souvent rappelé. C'est-à-dire majorité, opposition, société civile, nous tous vers l'agresseur. Ce n'est plus le problème de soutenir ou non le gouvernement, c'est de préserver la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, qui est le patrimoine commun à tous les Congolais, sans distinction, opposition ou majorité. C'est comme si vous étiez atteinte dans votre propre intégrité. Vous devez vous défendre. C'est ça la question. Donc sur ce plan-là, c'est cela. Mais ne mêlons pas cette réaction à l'agression à ce qui se passe à l'interne. À l'interne, il y a majorité et opposition, il y a des acteurs politiques, on ne s'entend pas. Il y en a qui vont dire, oh voilà, les élections n'ont pas eu lieu, elles ne sont pas régulières. Ça, c'est un problème interne qui doit être réglé par nous-mêmes. Mais mon cher ami, vous croyez que vraiment, le Kigali va nous donner des leçons en matière d'élection, en matière de démocratie, en matière de lutte contre la corruption et consorts? En matière de gouvernance. De gouvernance. Ce n'est pas le Kigali que nous avons recevoir des leçons. C'est ça justement la question. Donc il faut séparer les deux choses. Donc, il y aura une sorte d'un dialogue à double niveau. Si on vous suit bien. Un dialogue à double niveau. Pour des questions purement internes et pour des questions d'agression. Si vous me posez à moi la question, oui. Moi je ne propose pas le dialogue. Parce que, écoutez, si vous me posez à moi la question, oui. C'est ma réponse. Parce que je trouve que les institutions en place peuvent nous permettre de résoudre le problème là.
il y a un Parlement, il y a un gouvernement, il y a d'autres institutions qui peuvent contribuer à la résolution d'un problème qui se pose en République démocratique du Congo, pour les problèmes internes. C'est ça. Nous avons une opposition, elle est peut-être minoritaire, mais il y a des opposants qui s'expriment à l'Assemblée nationale. Martyrisés. Mais non, mais quand ils prennent la parole, je crois qu'ils ne font pas des cadeaux au gouvernement, s'il vous plaît. Donc l'opposition, elle est peut-être minoritaire, mais elle ne perd pas son temps, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas la langue dans sa bouche quand il veut attaquer le gouvernement ou même la haute hiérarchie de la République démocratique du Congo. Non, mais ils en payent souvent les loups tribus. Bon, ça c'est une autre chose, mais c'est pour ça que je voudrais qu'on soit au clair là-dessus. Sur la question d'agression, est-ce qu'il faut vraiment un dialogue pour repousser l'agression? Non, c'est tous les Congolais qui sont concernés. Chaque Congolais doit se sentir agressé par l'acte que pose le Rwanda à travers le M23 et aussi à travers les troupes régulières de l'armée rwandaise qui sont actuellement en République démocratique du Congo. Certains Congolais. Oui, peu importe, oui, mais ces gens, ils auront des comptes à rendre. Parce que la Constitution, je crois que l'article 52, interdit l'usage des armes pour lutter contre le pouvoir établi. C'est tout à fait clair. Je crois que je l'ai souvent rappelé à ces propos. Donc, vraiment, il faut qu'on se comprenne bien. Le principe, mais indépendamment de ça, mais si les Congolais décident que non, pour une raison ou une autre, il y a certains problèmes importants qui se posent dans d'autres pays, donc il faut qu'il y ait échange entre nous, il n'y a pas de problème. Mais ça reste entre les Congolais. Mais pourquoi on veut mêler la résolution des problèmes internes à l'agression? Certains même disent que s'il y a agression, c'est parce qu'à l'interne, les problèmes ne se posent pas. Mais alors, des causes profondes à l'interne. Oui, d'accord, mais dans ces conditions-là. C'est ça les liens. Donc tous les opposants du monde entier, dans tous les pays, à chaque fois que vous avez un problème, vous allez chercher un autre pays pour résoudre vos problèmes. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça la question. Pourquoi? Et puis, ceux qui proposent le dialogue, très peu d'ailleurs, ont condamné l'agression dont notre pays est victime. Et c'est comme si on banalisait l'agression. On considérait que l'agression est une contestation à l'intérieur du pays, comme toute autre contestation. C'est-à-dire que je critique la mauvaise gouvernance, non, pas du tout. C'est à deux niveaux différents. Ici, l'agression, c'est quand même un crime odieux qu'on ne peut pas accepter, condamné par la communauté internationale et qui cause des dégâts importants, non seulement sur la population congolaise, mais aussi sur le territoire de la République démocratique. Pour l'instant, l'opposition devrait soutenir le chef de l'État. Mais voilà, par exemple, oui. Et après, on va se réunir autour d'une table, ce qui n'est pas facile. Hein. Avec l'homme politique congolais. Non, mais là, ils peuvent même imposer, chercher par tous les moyens. Il y a des moyens démocratiques qui peuvent faire. Parce qu'ils disent que Tshisekedi ne les écoute pas. Je n'ai pas encore vu, moi je suis là, je ne sais pas si un jour il y a eu un mémorandum. Contre Tshisekedi Martin Fayoulou, où il demandait qu'on puisse faire de pourparlers. Mais je crois que dernièrement, le président a même reçu Martin Fayoulou. Je crois que si une personne vraiment, je n'ai pas encore vu une opposition qui aurait demandé à voir le chef de l'État et que le président de la République est au... Alors Félix, franchement là nous devons atterrir, oui. Mais parce que notre invité a été, c'est un ambassadeur itinérant, on l'a dit, membre de la commission extérieure à l'Assemblée nationale, ministre des Affaires étrangères. De 5-10 minutes qui nous restent, si on peut lui poser des questions des enjeux internationaux. Honorable Cheo Kitoun, sommes-nous en train d'assister impuissamment à un nouvel ordre mondial sur fond d'un recours à la force des États puissants? Effectivement. Je pense que l'ordre mondial tel qu'il a été prévu après la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis un développement considérable du monde entier et dans tous les domaines, et qui fait que énormément de pays aujourd'hui sont des pays riches, des pays développés. C'est grâce à cet ordre qui a été établi, c'est-à-dire qu'on a voulu éviter l'usage de la force dans les relations internationales. Hein, parce que c'est plutôt les rapports de force qui prévalaient,
par exemple au 19e siècle. Alors finalement, on a dit non, écoutez, pour vivre de manière régulière dans les relations internationales, il faut qu'il y ait coopération. Et ceux qui ont fait les relations internationales le savent très bien. Il y a deux manières, deux théories importantes, c'est le réalisme et le libéralisme. En matière de réalisme, c'est le rapport de force, c'est-à-dire que c'est le plus fort qui impose sa loi. Donc on peut considérer comme si on vivrait dans une loi de la jungle. En termes techniques, on parle de l'anarchie dans les relations internationales. Alors pour tempérer cette anarchie, on a préconisé le système libéral qui permet la coopération et comme disent les grands économistes à ce propos, le commerce adoucit les mœurs. C'est-à-dire ça permet aux pays même adversaires de pouvoir coopérer. Et c'est pour ça. C'est pour ça que nous, jusqu'à présent, on a même mis en place les Nations Unies. Ça a commencé avec la Société des Nations et aujourd'hui, nous sommes dans les Nations Unies. Et vous voyez que le Conseil de sécurité est là. On a parlé tout à l'heure de l'Union africaine et aujourd'hui, il y a des organisations sous-régionales. Ces organisations sous-régionales africaines sont en train de prôner l'Union africaine pour qu'il y ait à un moment donné peut-être un gouvernement africain. Bon, donc c'est ça au fait la question. Donc, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le démantèlement de cet ordre libéral qui a produit ses effets et qui est aussi le respect des règles pour refuser le rapport de force. Cet ordre est en train d'être démantelé, surtout avec la position américaine aujourd'hui. C'est là la question. Donc on se pose des questions et vous voyez que même l'Organisation de l'Atlantique du Nord, l'OTAN, est en train d'éclater sous nos yeux parce que des pays qui se considéraient comme des alliés depuis la défaite du nazisme en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui ces pays ont quelque part démissionné de leur pouvoir sécuritaire qu'ils ont abandonné aux Américains. Aujourd'hui, ils se rendent compte que les Américains ne veulent plus assurer leur sécurité et qu'ils doivent réfléchir. Alors vous voyez, vous disiez tout à l'heure pourquoi on n'a pas une armée et tout, mais voilà, les Européens aussi se trouvent dans la même situation. Aujourd'hui là, puisque les États-Unis disent que les Européens doivent se prendre en charge. Non, en fait, ils ont mutualisé leur sécurité. C'est pas que les Européens ne manquent pas d'armée, mais ils ont mutualisé. Non, ils ne l'ont pas encore fait, non, pas du tout. Non, ça c'était l'OTAN avec les États-Unis. Oui. Bon, mais aujourd'hui, les Américains veulent se retirer de l'OTAN. C'est le problème. Hein? Parce que l'Allemagne, par exemple, le Japon, la Corée du Sud, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas investi dans la défense de leur pays. Ils ont remis la défense de leur pays aux Américains, qui leur protègent avec le parapluie nucléaire. Mais aujourd'hui, dès lors qu'il n'y a plus de communisme en Russie, les États-Unis estiment qu'il n'y a plus de danger vital depuis la Russie. Par conséquent, cette partie du continent ne les intéresse plus. Leur problème aujourd'hui, c'est la République populaire de Chine, qui d'une part est considérée aujourd'hui comme la deuxième puissance économique du monde, mais en même temps, militairement, ils sont surarmés. Donc, et puis en plus, c'est un pays communiste. Et les États-Unis ont perdu, enfin, ont consacré à peu près 80 ans du temps pour le combat contre le communisme. Or, le communisme maintenant est tombé. Donc, ce n'est plus un danger pour eux. Le seul pays communiste qui est considéré comme posant un danger existentiel pour l'Occident, c'est la République populaire de Chine. C'est pour ça que les États-Unis veulent se réconcilier vers le Pacifique pour essayer d'endiguer la progression chinoise, surtout dans le Pacifique. Est-ce que ça une dernière question les États-Unis, ça ne risque pas de créer au moins de fissures entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis? Parce que on voit que Trump est en train de faire le jeu doux au président africain, jusqu'à tel point
partir loin pour créer sa propre structure qui fera mal d'être à la tribune des Nations Unies. Tout à fait, vous avez vu à Davos, le président américain a proposé le Conseil pour la paix. Le Conseil de la paix, pour la paix, au fait, c'est pour concurrencer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que vous voyez, le président américain, lui, veut être le plus puissant du monde entier. Et l'Afrique sera partagée. Et au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 5 permanents dans les États-Unis, avec pouvoir. Et là, ça met tous les pays membres permanents du Conseil de sécurité sur pied d'égalité, ce que ne veut pas le président américain. Donc il voudrait un Conseil de paix où lui-même décide. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit quand il a signé l'acte de naissance du Conseil de la paix, c'est-à-dire qu'il y aura une 60aine de pays, s'ils répondent tous favorablement, mais lui-même, c'est le seul pays, donc les États-Unis, qui ont le droit de veto dans ce Conseil de paix. On a les tickets d'entrée d'1 milliard. D'1 milliard de dollars. Alors vous voyez, donc là, vraiment, nous sommes en train de revivre le réalisme sur le plan diplomatique, c'est-à-dire la loi de la force, le rapport de force et la loi du plus fort. Ce qui est extrêmement... Alors, honorable Shoki Tundu, en 60 minutes, hein, 60 minutes. chez Félix Chamala, nous avons passé en revue les enjeux de l'heure, d'ici et d'ailleurs. Mais maintenant, on vous donne la parole en 120 secondes. Quelle sera votre conclusion? Ce que je voudrais dire aux compatriotes, c'est que, et même si on me demandait un avis sur la situation actuelle, moi je voudrais que nous sommes au premier mois de cette nouvelle année. Il faut qu'on se donne des objectifs clairs. C'est-à-dire, par exemple, prendre la décision que cette année doit être décisive. Nous devons à tout prix trouver une solution diplomatique à la crise qui sévit dans notre pays du fait de l'agression commise par le Rwanda contre notre pays. Il faut qu'on se donne les moyens pour ça. Être inventif, être créatif et même proactif dans la recherche d'une solution définitive à ces conflits. Deuxième chose, je voudrais, encore une fois, rassurer les personnes déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. 7 millions de nos compatriotes sont dans une situation catastrophique. Je ne sais pas si vous avez appris dernièrement, après la conférence humanitaire qui a été organisée à Paris, je crois qu'on avait prévu de mobiliser 1 milliard de dollars pour venir en aide à nos compatriotes. Aujourd'hui, là, on vient de remarquer que même le milliard en question n'est pas suffisant. La situation humanitaire par rapport aux personnes déplacées est catastrophique. Donc là, encore une fois, il faut que le gouvernement de la République se mobilise encore une fois pour la recherche de solutions qui puissent permettre à nos compatriotes de regagner leur lieu de résidence habituel, ce qui signifie que la recherche de la solution diplomatique est la seule solution à ce que nos compatriotes puissent regagner leur lieu de résidence habituel. Félix Chamala, un dernier mot? Non, je pense que... Pas une question, mais un dernier mot. L'honorable a tout dit, c'est aux téléspectateurs de prendre ce qui est fondé sur tout ce qui va aider la République démocratique du Congo. J'ai dit merci à l'honorable Shoki Tundu d'accepter notre invitation. Merci infiniment. Honorable Shoki Tundu, merci à vous. Merci infiniment. Merci surtout à vous. Vous étiez des milliers à nous suivre. Les rendez-vous est pris tout prochainement. Au revoir.